J'ai commencé à faire ce que je fais en général, c'est-à-dire faire ce que j'appelle une lecture d'espace, de comprendre un peu l'architecture, la manière dont il est exposé ou fermé à son environnement. Ce qui m'a intéressé, c'est cette coupole, le fait que ce soit une exposition estivale, une exposition forcément caniculaire, ou dans un espace, dans un moment caniculaire. L'élément solaire devait être à un moment donné un agent actif de l'exposition. Pour faire cette lecture d'espace, j'ai commencé à travailler un petit peu avec Philippe Ram. Comment est-ce qu'on pouvait ou pas activer, au contraire, essayer de faire une exposition sans air conditionné, voir qu'il y a une partie qui est tout le temps à l'ombre, qu'on a marquée par la moquette, une partie qui est tout le temps exposée au soleil. Il y a un certain nombre d'objets, d'hyper-objets, d'objets. Il y a les héliostats qui réagissent au soleil, il y en a 3. On a un haut-parleur qui est robotisé. On a un mur qui va aussi lui aussi bouger. Un ventilateur qui est positionné au nord, qui souffle du nord, le vent du nord, qui va ventiler l'espace. On a un bioréacteur, là où sont tous les ordinateurs. C'est un ensemble d'éléments en fait d'agents, disons, qui vont s'organiser ensemble et qui s'organisent ensemble pour former une espèce de créature, héliotropique de temps en temps, donc tournée vers le soleil. Et puis le moment où le soleil disparaît, soit parce qu'il n'est plus là, il a disparu, soit parce qu'il est caché. C'est le bioréacteur qui va se souvenir, recomposer les éléments qu'il a perçus au moment où le soleil était présent. Donc on a en fait une exposition qui a 2 volets ou 2 faces, la face solaire et la face organique. Le bioréacteur littéralement digère en fait les informations qu'il reçoit pendant le temps où le soleil fait son apparition dans la coupole. Le moment où le soleil disparaît, l'exposition s'anime à nouveau, mais de manière organique. C'est un peu la dramaturgie générale. Et après, ce qui se rajoute à ça, c'est la participation de Tino Sehgal, et c'est l'agent, disons, humain, qui vient composer avec cet ensemble. Donc on a effectivement des AI avec le son qui a été composé par Kai Nicolas Becker, en fait un son granulaire. On a le bioréacteur qui est éminemment organique. On a toutes les machines qui sont, elles, mécaniques. Et puis les agents humains. Classiquement, l'exposition, elle est tout le temps isolée. C'est la boîte là, pour isoler les formes de leur contexte. Donc on a la boîte blanche misographique. On a la boîte noire pour les images en mouvement, la boîte de nuit pour danser. Ce que je fais quand je pense à une exposition, en général, j'essaie toujours d'essayer de voir comment on peut ouvrir ces boîtes et faire en sorte déjà que l'espace, disons, soit conscient de l'endroit dans lequel l'événement se joue. Et donc c'est ce qui se passe là. Tous ces éléments, tous ces agents sont conscients. Chaque objet sait où se trouve l'autre et vont fortement être attirés les uns par les autres. Donc les miroirs vont se regarder, le mouvement des miroirs va attirer le son qui lui est corrélé, etc., etc. Donc les éléments se regardent, s'attirent, se rejettent et jouent ensemble en fait, une espèce de dramaturgie. La nuit, ça continuera à fonctionner, alors que personne ne sera là pour le voir. Donc une fois qu'on lance la machine, disons, ou l'organisme, la créature est éveillée et elle continue à vivre. Echo 2, en fait, renvoie à Echo 1, qui était la première itération d'une chose qui a commencé à exister au MoMA à New York, où on avait déjà une espèce de petite créature qui occupait le lobby. Et cette créature Echo, c'est la nymphe, qui a été punie pour son amour qu'elle avait pour Narcisse. Et donc sa punition va être de ne pouvoir répéter que ce qu'elle entend. Jamais pouvoir dire ce qu'elle pense, surtout pas l'amour qu'elle a
pour lui. Donc, les nymphes sont intéressantes parce que c'est des créatures qui sont toujours liées à des espaces, les nymphes. Donc Echo était liée à ce lobby et répétait ce qu'elle entendait, le mouvement des voitures dehors, le bruit à l'extérieur, le soleil déjà, la météo, etc. qui l'influençait. Et aujourd'hui, elle vient ici, une deuxième itération. Et le son maintenant est influencé par le soleil et par maintenant le bioréacteur qui vient prendre son relais, quoi. Donc les expositions en général, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est que les choses ne s'arrêtent jamais. Et quand une exposition se termine en endroit, quelque part, quelque chose de son âme, disons, quoi, vient se réincarner ailleurs. Il y en a 3 d'héliostats. Elles sont là de manière à capter tout le temps le soleil. La troisième étant celle qui ne voit que par l'intermédiaire des 2 autres. Donc effectivement, ça crée une espèce de cosmologie, quoi. Ça crée surtout une attention flottante. Mais on voit des lumières, des couleurs, des reflets passer, attirer le regard. Et puis on voit aussi à un moment donné les mouvements être corrélés sur des sons. Et donc ces moments de synchronisation, c'est les moments où effectivement pour moi une forme apparaît, quoi. Les 3 pieds, c'est des raisons toujours assez pragmatiques. Il faut s'accrocher à ce mur de Tadoando sans pouvoir faire de trous. Donc voilà, on s'accroche comme on peut et du coup ça a effectivement une espèce de griffe. Une décision en entraîne une autre. Donc on a commencé par cette griffe et puis cette griffe a pris une espèce de trépied. Le trépied est devenu une espèce de créature, effectivement. Ce bioréacteur, je savais longtemps que je travaillais avec. J'utilisais au début pour essayer de produire des événements non cycliques. C'est compliqué de produire de la chance, comme on sait, ou du hasard. On a tout le temps tendance à faire des cycles. Et le vivant ne produit pas de cycle. Ce bioréacteur a été donc pendant longtemps à La Tate. Après, il est parti au Mexique pour notre exposition. Après, il est parti à Berlin, au Gropiusbau. Donc, il a fait plusieurs expositions. Et puis, en 10 ans, les levures ont muté. Et étant exposé au stress des expositions. Là, donc, on est la dernière forme mutante qui vient ici, qui va encore une fois muter puisqu'elle va être à nouveau exposée à certaines situations, quoi. C'est plutôt des coopérations, quoi, des négociations entre des agents qui doivent bien apprendre à négocier ensemble, en fait, une coprésence. Il y a des agents, il y a des images, il y a des corps, il y a des machines, c'est l'ensemble de ces agents qui coopèrent ici le temps d'une canicule. C'est un système assez sophistiqué, ouais, de composition aidé par une AI. C'est un son granulaire en fait. Et donc la créature, disons, est mélodique. Elle pourrait être plutôt tonale. Mais ça, c'est une décision qu'on a prise pour elle, que Arca a prise pour nous. Et après, toutes les choses se répondent mutuellement, quoi. Elles s'influencent les unes les autres. Et le son suit. Des fois, il est acteur principal, des fois, il est juste accompagnateur. Ça a à voir avec Brouters, mais c'est aussi avec l'éternel retour de Nietzsche. Non, c'est l'idée que maintenant, tout de suite, un moment d'éternité qui ne va jamais se répéter. L'événement unique et singulier ne peut jamais se répéter par définition, puisqu'il est là maintenant et jamais reconduisible. Anne-Lie, on lui a donné avec Pierre son propre copyright pour que l'image appartienne à elle-même. Et de fait, aujourd'hui, aucun autre film peut être fait avec elle à condition qu'elle donne son autorisation et étant pas vivante, on a fait un loophole juridique, quoi. Mais le film tel qu'il a été fait, fabriqué par moi, il continue à être vu, quoi. Et ça, c'est une de ces manifestations.
La collaboration avec Tino avait eu lieu aussi au Palais de Tokyo. C'est sa manière d'apparaître qui est différente. Le film en lui-même n'a pas changé. Le texte est le même, le personnage est le même. Il n'y a pas un nouveau film, c'est juste une nouvelle apparition. Je pense que les formes, enfin moi c'est comme ça que je les vois, sont toujours un petit peu spectrales. Que ce soit une peinture ou peu importe, hein, une chose, elle apparaît, elle disparaît. Peu importe son format ou sa matière, on la voit et on ne la voit pas. On doit autant faire avec sa présence que avec sa disparition, quoi. Et c'est une chose qui m'intéresse un peu dans l'art, de jouer sur les deux. Les deux mouvements, c'est une chose qui m'intéresse. C'est un terme, un concept qui avait été utilisé par Michel Serres, qui est un philosophe français, comme un ballon de foot, un peu, si on ne l'utilise pas, il ne sert pas à grand-chose. Donc c'est un objet qui devient un objet quand il est pris dans son utilisation, quoi. Si on met 22 personnes, on leur donne 1h30 sur un carré de terre, on a une guerre. Et si on met un ballon, on a un jeu, on a un match de foot. Le ballon, en fait, crée une espèce de communauté, quoi, autour de lui. Ou produit un rituel. Ça peut être, disons, une définition qu'on pourrait donner d'un objet d'art, quoi. C'est un objet incomplet, mais qui en même produit un tout quand il est activé, quoi.